Madame le conseiller Patena, cher docteur Gaudinska-Tsarik, c'est un grand bonheur personnel et académique d'être aujourd'hui présent parmi vous. Un bonheur personnel car mon université est l'université la plus polonaise de France. Mon université a été recréée, refondée par Stanislas Leszczyński, ancien roi de Pologne, devenu duc de Lorraine. Voilà pour le bonheur personnel. Le bonheur de chercheur, le bonheur académique, c'est de rencontrer des collègues et aussi des élus qui ont pris à bras le corps un problème extrêmement nouveau. Donc, à nos yeux, nous Français, Cracovie n'est pas seulement une ville de tradition, c'est aussi une ville très moderne et très innovante. Merci donc de votre invitation. Votre invitation, d'ailleurs, me place juste en face des vertus, au plafond, et j'aperçois la vertu de parcimonie, parcimonien. Parcimonien évoque un député français, Laurence Abeille, qui a fait adopter une loi sur la sobriété dans l'usage des champs électromagnétiques. Nous étions donc prédestinés, en quelque sorte, à tenir cette rencontre dans cette salle. Le sujet que je vais vous proposer est évidemment un sujet un peu technique, certainement difficile à appréhender parce que je vais parler du point de vue d'un Français, donc d'un droit étranger, et je vais aussi parler d'un droit qui est en train de se construire. Je vais donc essayer d'être clair et de parler peut-être plus simplement que certaines des diapositives qui vous sont proposées. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, et le vif de mon sujet, c'est les antennes relais, les stations radioélectriques, station bases. Avant d'entrer dans ce sujet, j'ai quelques minutes de points préliminaires à partager avec vous. Toujours du point de vue du juriste. J'ai ici cité quelques études pour vous montrer comment un juriste perçoit ces études. Une étude nous dit que les ondes perturbent les animaux migrateurs. Le juriste y voit potentiellement un préjudice écologique. D'autres études nous disent que les champs électromagnétiques perturbent les abeilles ou les animaux de ferme. Le juriste y voit un préjudice matériel ou patrimonial. D'autres études nous disent encore que certains champs électromagnétiques peuvent nuire à la santé humaine. Et là, le juriste voit un préjudice corporel, mais peut-être aussi un préjudice d'angoisse pour ceux qui, sans être encore malades, sont installés sous les antennes. Et enfin, les études nous montrent les dangers pour l'enfant et le fœtus, et le juriste voit un préjudice aux générations futures. Voilà, chers amis, comment le juriste peut percevoir certaines études scientifiques. Deuxième question préliminaire, les antennes relais. Alors, vous savez bien que ces antennes relais sont composées de plusieurs éléments. Un élément qu'on appelle passif, c'est le bâtiment, c'est le mât, et puis des éléments actifs, qui sont les éléments technologiques. Grande controverse sur ces antennes relais. Certains disent que les habitants qui résident sous l'antenne relais seraient comme protégés par un effet parapluie, the umbrella effect, or something like that. Cela est partiellement vrai, mais partiellement seulement. Car on ne doit pas ignorer, il y a des phénomènes de réflexion. Ainsi, la personne située sous l'antenne relais, protégée par l'effet parapluie, va recevoir par réflexion les ondes qu'elle a émises. L'autre bâtiment va les renvoyer parfois
notamment lorsqu'il y a des éléments métalliques. Troisième point très important pour le droit français, le droit français a une grande dette à l'égard d'un président français qui est le président Jacques Chirac. Le président Jacques Chirac a inscrit dans la Constitution française le principe de précaution. Et ce principe de précaution, il faut bien le distinguer de la prévention. La prévention concerne des risques certains, dont l'occurrence est certaine ou prévisible. Le principe de précaution concerne des risques, même incertains en l'état des connaissances, mais qui présentent une certaine plausibilité, une certaine vraisemblance. Et ce principe a une très grande portée, chers amis. Bien sûr, il a une valeur constitutionnelle. Il est donc au sommet de la hiérarchie des normes. Ce principe a un effet vertical parce qu'il s'impose aux autorités de l'État verticalement. Mais il a aussi, pour la Cour de cassation française, un effet horizontal. Un plaideur privé français agissant contre un autre plaideur privé français peut invoquer le principe de précaution. En notre matière, c'est évidemment très important. Une autre question préliminaire, pour bien comprendre notre sujet, concerne la différence entre la preuve juridique et la preuve scientifique. La preuve scientifique s'inscrit dans le temps long. Elle postule une recherche d'une vérité absolue qui prendra peut-être 20, 30 ou 150 ans à être découverte. La preuve juridique est la preuve du moment, celle que les décideurs et les juges doivent pouvoir comprendre, recevoir. Je vais juste faire 2 précisions complémentaires. Un premier débat est de savoir ce qu'on doit prouver, l'objet de la preuve. Doit-on prouver la nocivité des ondes ou bien, au contraire, doit-on prouver leur innocuité, leur absence de danger? Eh bien, tout dépend du contexte et de l'impact du principe de précaution. Une autre question est celle de la charge de la preuve. Burden of proof, as the Brits say. Et là encore, la preuve incombe-t-elle à la victime ou à celui qui conteste l'usage de la technique, ou au contraire, la preuve incombe-t-elle à celui qui doit ou qui veut promouvoir la technique? Ceci est une autre question que nous devons avoir à l'esprit. J'arrive maintenant à une question préliminaire différente qui consiste à vous présenter simplement le rôle des différentes institutions en France. Au niveau local, celui qui est en charge de la régulation, c'est d'abord le maire. Monsieur le maire en France, le maire a un rôle très très important.
notamment parce qu'il se prononce sur les demandes d'urbanisme. Et puis, au niveau national, il y a deux organes différents. Un rouage administratif sans indépendance, qui est l'Agence nationale des fréquences. L'Agence des fréquences gère le spectre hertzien, gère les ondes, pour éviter les conflits sur cette richesse, pour éviter les interférences. Et puis, il y a une autorité indépendante, l'autorité de régulation des communications électroniques, qui, elle, doit veiller à un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement. Et cette mission, nous la devons à la loi de 2015 sur la sobriété, la loi de Madame Abeille. Un point suivant, toujours introductif, concerne le problème des seuils, le problème des niveaux d'exposition. Alors, à l'origine, en 2002, nous avons un décret, un vieux décret, un décret antérieur au principe de précaution, toujours en vigueur. Mais grâce à la loi de 2015, nous avons des règles de soft law, de droit souple. La loi de 2015 invite à mesurer le niveau moyen d'émissions en France, sur le territoire, et à proscrire les points atypiques, les points anormaux, où le niveau est beaucoup plus élevé ou anormalement élevé. Et je suis persuadé que ce sera un outil très précieux, puisqu'on n'est plus prisonnier d'un seuil déterminé dont les experts discuteraient indéfiniment. Voilà, il est temps maintenant d'arriver au cœur du sujet. Le cœur du sujet, nous le traiterons en 3 temps. D'abord, l'information préalable, la transparence, puis le contrôle exercé par les autorités, le contrôle préalable, et enfin le contrôle a posteriori, notamment à l'initiative des justiciables et devant les juges. L'information préalable. Le premier débiteur de l'obligation d'information, c'est l'opérateur de téléphonie mobile. Il doit d'abord informer le propriétaire de l'immeuble, les copropriétaires, quand il y a plusieurs propriétaires, et il doit ensuite informer les riverains, les voisins, si vous préférez, par un affichage qui fait courir le délai du permis de construire. C'est déjà bien. Mieux encore, la loi de 2015, qui oblige les opérateurs à prévenir le maire qu'ils sont à la recherche d'un endroit, d'un site qu'ils n'ont pas encore trouvé. Ils indiquent au maire,
voilà, nous cherchons un endroit pour installer une antenne relais dans tel quartier. 2 mois avant encore. Donc c'est très intéressant parce que désormais, le maire en France est mieux informé. Alors ensuite, le maire étant informé, il va devoir organiser une concertation préalable. C'est l'information par le maire. Avant la loi de 2015, le maire était très démuni, car il n'avait que peu d'informations sur les aspects actifs de l'installation. Il n'avait d'informations que sur l'urbanisme. Il savait, par exemple, que l'antenne ferait, ou que le mât ferait 15 mètres de hauteur. Mais il ne savait pas exactement combien d'antennes, combien de lobes, quelle puissance. Dorénavant, le maire le sait, ou est en mesure de le savoir, s'il pose les questions. Et donc le maire peut organiser une concertation avec les habitants. Voilà pour l'information préalable. Comme le temps passe, chers amis, nous allons maintenant regarder les contrôles après l'information. Le droit public français, le droit administratif français, distingue ce qu'il appelle les polices. Ça n'a rien à voir avec la police au sens de la sécurité, mais en quelque sorte les compétences exercées. Il y a une police spéciale de l'urbanisme, et elle est exercée par le maire, et il y a une police spéciale des ondes, et elle est exercée depuis Paris. La police spéciale de l'urbanisme, pour commencer. Quelques rappels concrets. Lorsque l'on parle de construire une antenne relais, on parle soit de construire un mât, soit d'installer une antenne relais au-dessus d'un bâtiment préexistant. On parle aussi, pourquoi pas, de l'évolution, de l'augmentation de la puissance d'une antenne déjà installée. On doit aussi prendre en considération d'autres éléments techniques. Par exemple, la sécurité des techniciens chargés de l'entretien. Il faut donc installer des barreaux, des garde-corps sur les toits terrasses pour que les techniciens ne tombent pas. Et puis, dans les années à venir, il faudra prendre en considération la miniaturisation des antennes qui vont devenir de plus en plus petites. Alors, ceci précisé, il faut maintenant énoncer le grand principe du droit de l'urbanisme. Le grand principe, c'est le Code de l'urbanisme qui le dit, c'est que les constructions nouvelles sont normalement soumises à autorisation, à permis. Alors, c'est une contrainte, un permis. Donc les opérateurs ont cherché à contourner cette contrainte. Comment? D'abord, j'espère que les traducteurs vont me suivre, en saucissonnant, en découpant les antennes relais en plusieurs morceaux.
un projet pour le pylône en béton, un projet pour le pylône en acier, et puis un dernier projet pour les éléments actifs. Le Conseil d'État ne l'a pas admis, évidemment. Et l'autre stratégie consiste à installer des antennes sur le toit des bâtiments existants. Alors, au regard de quelles règles le maire peut-il contrôler ces projets? D'abord, les règles d'urbanisme, bien sûr. Et notamment en France, je pense que ça existe certainement en Pologne, le plan local d'urbanisme, qui définit par exemple la hauteur maximum d'un bâtiment. On ne peut pas rajouter une antenne sur un bâtiment qui dépasse déjà la hauteur maximum. Mais encore, les espaces verts, qui peuvent être de l'urbanisme. Il y a aussi les règles de protection des paysages protégés, Parc Natura 2000 et autres règles de protection des paysages. Certaines installations ont été démontées parce qu'en violation des règles de protection des paysages. Et puis enfin, bien sûr le plus important, la salubrité publique. Ce point, chers amis, est très débattu, car il est à la frontière entre la police de l'urbanisme et la police des ondes. Mais il est raisonnable de soutenir que, puisque le maire est garant de la salubrité publique, il doit pouvoir veiller au principe de précaution. Cela paraît logique, en tout cas. Alors bien sûr, pour pouvoir contrôler, encore faut-il que le maire dispose des informations suffisantes. Et c'est là où, je le disais tout à l'heure, la loi Abeille a apporté beaucoup. J'en arrive à la police spéciale des ondes. Alors, je ne vais pas présenter toute cette diapositive qui est très technique. Je vais simplement dire que depuis un arrêt du Conseil d'État, très connu, la police spéciale des ondes appartient aux autorités centrales. Elles sont garantes nationalement de la bonne utilisation de la ressource hertzienne, du spectre. Cela avait donc un peu réduit les pouvoirs du maire. Cependant, je veux être positif et je veux insister sur ce qu'on pourrait appeler en France le cadastre des antennes relais. Il y a une carte comme celle-ci, qui est comme une Google Map, pour tout le territoire français, tous les villages, tout le territoire français. Et alors ça, c'est ma ville, et c'est mon bureau, le point rouge. Eh bien, vous voyez que je suis dans une zone où, à quelques centaines de mètres, il y a quand même beaucoup d'antennes relais. Chaque carré représente un site et chaque couleur représente un opérateur. Et en cliquant, on peut accéder aux mesures qui ont été réalisées. Je trouve que c'est remarquable en termes de transparence.
Alors, sur cette police spéciale des ondes, toujours, pour finir, comment protège-t-elle les riverains, la santé publique? Certainement pas par les valeurs du décret, c'est le premier point. Car les valeurs du décret sont obsolètes. Le décret date de 2002 sur une base scientifique de 1990. Donc c'est obsolète. Par contre, la protection vient bien par cette recherche des points atypiques. Et il est probable que le seuil des points atypiques va être de plus en plus bas. Aujourd'hui, c'est encore élevé, c'est 6 voltmètres, mais demain, ce sera plus bas. Tout de même, dans ce vieux décret que je critique, il y a des bonnes choses. Par exemple, l'exigence de protection des établissements scolaires, des crèches et des établissements de soins. On peut regretter que ce décret ne soit pas toujours mis en œuvre. Je connais des écoles à Paris au sommet desquelles il y a une antenne. Ça n'est pas conforme, à mon avis, au décret. Dans les 5 minutes qui restent, je vais parler rapidement du contrôle postérieur à l'installation de l'antenne, une fois que l'antenne a été installée. Il y a un contrôle administratif, et ce contrôle a des limites. Et puis il y a un contrôle judiciaire, et ce contrôle a des vraies potentialités, offre de vraies promesses. Je dois vous avouer que je suis professeur de droit privé. Alors évidemment, je préfère toujours le juge judiciaire, plutôt que le juge administratif. Alors, le contrôle par le juge administratif, il supposerait quand même un mesurage des champs électromagnétiques, parce que pour contrôler, il faut mesurer. Nous n'avons pas le temps d'en parler, mais cela suppose de grands problèmes de protocole de mesurage. La question est de savoir si ça doit être fait par des entités indépendantes, comme une municipalité, ou par des opérateurs professionnels du marché, qui sont toujours payés par les mêmes clients, c'est-à-dire par les opérateurs eux-mêmes. En termes d'indépendance, c'est un problème qu'un centre de mesure soit toujours payé par les opérateurs. Il y a un problème de conflit d'intérêts, évidemment. Bon. Une fois que l'antenne est installée, il n'y a plus grand-chose à faire. Certes, le code prévoit des sanctions administratives, pénales, mais ces sanctions ne concernent pas le dépassement des valeurs. Ces sanctions concernent les interférences ou l'empiètement sur la bande de fréquence d'un autre opérateur. Voilà pourquoi je dis avec lucidité tout de même que le contrôle du juge administratif est faible une fois que l'antenne est installée. Pour finir, mesdames et messieurs, le juge judiciaire. Il y a vraiment beaucoup de ressources devant le juge judiciaire. Je vais demander 1 minute de prolongation pour évoquer une actualité très récente qui n'a rien à voir avec les ondes.
il y a en France une grande controverse sur la vente de certains produits phytosanitaires, engrais et autres, qui sont tueurs d'abeilles, qui sont réputés tuer les abeilles. L'Agence nationale a autorisé la mise sur le marché. Une association qui s'appelle Génération Future a saisi le juge judiciaire et a obtenu en urgence le retrait de l'autorisation. Retrait provisoire, certes, mais donc ça montre vraiment que le juge judiciaire, à mon avis, a un rôle important. Alors, qu'est-ce qu'il peut indemniser, pour finir? Il pourrait indemniser des nuisances sonores, car figurez-vous que les antennes relais font du bruit parfois et qu'elles grésillent. J'ai vu une affaire comme ça, où l'antenne grésillait. L'installation d'une antenne entraîne aussi la perte de valeur de l'immeuble sur lequel elle est installée ou à proximité duquel elle est installée. L'immeuble sera vendu moins cher s'il est près d'une antenne relais que s'il est loin d'une antenne relais. C'est un préjudice économique. Pour les patients du professeur Bellepomme, qui parlera bientôt, il y a notamment la prise en charge de travaux de protection, des filtres, des équipements. Même dans une copropriété, c'est très amusant, je trouve, une copropriétaire qui a demandé le recalcul de ses charges de copropriété. Parce que sa terrasse était tout près de l'antenne et qu'elle ne pouvait plus profiter de sa terrasse. Et puis enfin, le fameux préjudice d'angoisse qui est reconnu par les tribunaux en cas d'exposition longue à un agent nocif. Les mineurs, par exemple pour l'exposition à l'amiante ou à d'autres choses, se sont vus réparer le préjudice d'angoisse. Conclusion, enfin. Le modèle français. Un Français ne peut pas dire autre chose que le modèle français. Alors, très bon modèle avec une bonne information ex post, fiable, carte radio. Un très bon modèle avec le renforcement de l'information du maire. Un bon modèle avec la protection des enfants, notamment dans les écoles. Et enfin, monsieur le maire de Cracovie, le rôle actif de certaines municipalités avec des chartes négociées pour l'utilisation des antennes. Le modèle est à perfectionner, bien sûr. Rien n'est parfait dans ce monde. L'information ex ante, l'information préalable, pour les riverains n'est pas très accessible. C'est très difficile de savoir que vraiment une antenne relais va s'installer tout près, de savoir quelles sont ses caractéristiques. Il faut être un expert. Deuxième problème, les écoles primaires sont protégées bien sûr contre les sources internes, ça c'est Madame Abeille et Madame Rivasi, protection contre le Wi-Fi à l'intérieur des écoles, mais pas de protection suffisante contre les antennes relais et les sources externes. Ça n'est pas suffisant. Et enfin, les maires étaient jusqu'à récemment, mais ça change, privés de l'information technique nécessaire. Voilà, chers amis, les quelques éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre invitation et de votre accueil.